Le chapitre 7b, synthèse d'une espèce chimique. Qu'est-ce qu'une synthèse? On appelle synthèse la préparation d'une espèce chimique à partir d'autres espèces chimiques. À ce moment-là du cours, je vous invite à regarder la vidéo sur l'histoire des sciences relative à l'aspirine et à réaliser le quiz qui lui est associé. À partir de ce quiz, vous pouvez répondre à cette diapositive. On fait la liste de toutes les espèces chimiques. Comment appelle-t-on une espèce chimique qui n'existe pas dans la nature? Une telle espèce chimique est nommée espèce chimique artificielle. Comment appelle-t-on une espèce chimique qui existe dans la nature? Très simplement, une telle espèce chimique est appelée espèce chimique naturelle. Comment appelle-t-on une espèce chimique qui est fabriquée par l'homme? Nous la nommerons espèce chimique synthétique. Une espèce chimique synthétique, c'est-à-dire fabriquée par l'homme, peut l'être à l'image d'une espèce chimique qui existe dans la nature, auquel cas elle sera dénommée espèce chimique synthétique naturelle, ou alors, si c'est une espèce chimique qui a été fabriquée par l'homme et qui n'existe pas dans la nature, elle sera nommée espèce chimique synthétique artificielle. Nous allons maintenant aborder la chimie de synthèse. Que l'espèce chimique soit naturelle ou de synthèse. Quelle différence? La molécule responsable de l'arôme de vanille est la vanilline. Qu'elle soit synthétisée dans la nature ou par l'homme, c'est exactement la même molécule. Donc nous voyons le modèle moléculaire sur l'image. Si cette molécule existe dans la nature, pourquoi alors la fabriquer nous-mêmes? Parce que la demande augmente et que les réserves naturelles ne sont pas suffisantes, parce que l'extraction de la gousse coûte cher, parce que le prix de vente des articles de synthèse est plus accessible. Quel peut être l'intérêt de la synthèse d'espèces naturelles? Eh bien, en résumé, l'intérêt est de synthétiser en grande quantité sans épuiser les ressources naturelles. Dans quel domaine de notre vie intervient la chimie de synthèse? Dans l'habillage, dans l'habitat, dans le domaine alimentaire, dans le domaine des médicaments, dans le domaine du sport, au jardin, dans les transports. Quel avantage? Eh bien, cela permet une recherche avec la création de nouvelles molécules qui n'existent pas dans la nature et qui peuvent être plus efficaces que les molécules naturelles. Donc ce que nous retiendrons, c'est que l'intérêt de la synthèse d'espèces artificielles est de synthétiser de nouvelles espèces chimiques très performantes et adaptées aux besoins. Quel inconvénient? Des pollutions aussi diverses que variées. Il existe 3 secteurs
de la chimie de synthèse. La chimie lourde, qui est caractérisée par de grands volumes de production, des coûts faibles, un prix de vente peu élevé. Un exemple en est la chimie des plastiques. Il existe la chimie fine, qui est caractérisée par un budget recherche très important, des volumes limités de production et un prix de vente élevé. Et par exemple, nous pouvons trouver la chimie des médicaments, des parfums, des nouvelles matières. Et enfin, la chimie des spécialités. Elle est caractérisée par des caractéristiques qui sont entre celles des deux précédentes. Par exemple, chimie des médicaments courants, produits ménagers, produits pour l'hygiène, etc., etc. Comment réaliser une synthèse? Prenons le protocole expérimental de la mangue rôtie à la soupe de chocolat blanc. Pour les ingrédients, nous avons besoin de 200 g de chocolat blanc, 2,7 décilitres de lait de coco, 170 g de jus de passion, 2 gousses de vanille, une mangue pas trop mûre, 0,5 décilitres de jus de fruits de la passion, 50 g de sucre, un bâton de citronnelle. Environ 10 à 15 minutes. Pour le mode opératoire, dans une casserole, portez à ébullition le lait de coco et le jus de passion avec la vanille. Versez le lait de coco hors du feu dans un saladier contenant le chocolat. Fouettez avec le fouet jusqu'au mélange total. Laissez refroidir. Taillez la mangue en 4 avec un couteau dans une poêle. Retire la mangue dans le jus de passion porté à ébullition avec 3 cuillères de sucre. Décorez avec les bâtons de vanille et de citronnelle. Et le protocole expérimental, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la recette de cuisine détaillée qui explique la réalisation d'une synthèse. Et par exemple, il donne le matériel et le montage indiqués en vert sur la recette, les quantités de réactifs et espèces nécessaires indiquées en bleu sur la recette, les différentes étapes, et les précautions expérimentales et d'éventuelles consignes de sécurité. Le montage de chauffage à reflux, c'est un montage dont vous devez connaître le schéma. Donc je vous invite à réaliser l'activité schéma du montage de chauffage à reflux. Bonjour, vous souhaitez réaliser une transformation chimique à chaud et sans perte de matière? Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter le montage de chauffage à reflux. Voici un exemple de montage de chauffage à reflux. Celui-ci est constitué d'un ballon qui contient le mélange réactionnel, d'un chauffe-ballon, d'un support élévateur et d'un réfrigérant à eau. Maintenant, nous allons réaliser étape par étape ce montage de chauffage à reflux. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, venez voir par ici. Étape 1. Il faut tout d'abord attacher le ballon avec une pince plate 2 doigts. Étape 2. On introduit ensuite les réactifs. Étape 3. On graisse un peu le rodage du réfrigérant et on positionne une pince 3 doigts non serrée. Enfin, on alimente en eau le réfrigérant par le bas. Étape 4. Une fois que l'eau circule dans le réfrigérant, on positionne le système de chauffage sous le ballon grâce au support élévateur, puis on allume dans un premier temps au maximum pour arriver plus vite à ébullition. Et voilà, le montage de chauffage à reflux est maintenant terminé et la réaction est en train de se faire. On reviendra dans quelques instants pour voir ce qui se passe dans le ballon, mais pensez à une chose, à partir du moment où vous avez allumé le chauffage, vous devez toujours garder un œil sur votre mélange réactionnel. Pendant ce petit instant de répit, regardons de près le réfrigérant à eau. Il est constitué d'une paroi interne ouverte aux deux extrémités et d'une double paroi dans laquelle va circuler l'eau. C'est dans cette double paroi que circule l'eau froide, permettant ainsi de refroidir la paroi interne du réfrigérant.
Maintenant qu'il fait un peu plus chaud dans le ballon, retournons voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, venez par ici. Le milieu réactionnel est entré en ébullition et des vapeurs sont émises. Il faut maintenant baisser le thermostat du chauffe-ballon. Ces vapeurs montent dans le réfrigérant à eau et au contact des parois froides du réfrigérant, elles se recondensent et retombent dans le ballon. On voit clairement que les vapeurs ne montent pas plus haut qu'ici. Le montage de chauffage à reflux permet de chauffer le milieu réactionnel sans perdre de matière par vaporisation. Mais au fait, pourquoi on chauffe ? Dans la quasi-totalité des cas, on chauffe pour augmenter la vitesse de la transformation chimique. C'est donc pour aller plus vite. Et maintenant, voici les principales erreurs à éviter. Ne surtout pas toucher les surfaces bouillantes du montage, à plus forte raison si vous portez des gants. Le support élévateur doit toujours être en position haute au cas où le chauffage devrait être arrêté rapidement. Toujours allumer l'eau avant de mettre en route le système de chauffage. Le réfrigérant doit être alimenté en eau par le bas pour un refroidissement optimal. Il faut faire circuler l'eau dans le réfrigérant avec un débit modéré pour des raisons évidentes d'économie d'eau, mais aussi car il y a des risques que le tuyau se désolidarise du réfrigérant. Le montage de chauffage à reflux est un montage ouvert par le haut, ce qui peut permettre d'éviter d'éventuelles surpressions. Il ne faut donc surtout pas le fermer. Enfin, une fois le chauffage arrêté, il faut attendre que le milieu réactionnel ait refroidi avant d'arrêter la circulation d'eau et défaire le montage. On ajoute souvent dans le milieu réactionnel des petits grains de pierre ponce. Cela permet d'avoir une ébullition douce et régulière, c'est-à-dire la formation de petites bulles et non d'un intense bouillonnement. Vous souhaitez aller plus loin et voir comment séparer le produit de la réaction des autres composés du mélange réactionnel, je vous invite à aller voir les vidéos Les bons gestes sur l'extraction liquide-liquide et la filtration sous vide. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut connaître du montage de chauffage à reflux? Donc, il faut savoir le dessiner et puis le légender. Qu'est-ce que c'est que le 1? C'est le réfrigérant à eau. Le 2, c'est le ballon. Le 3, très compliqué, le chauffe-ballon. Le 4, alors attention, le 4, donc on voit qu'il y a de l'eau, hein, et la question qu'on se pose c'est est-ce que ça entre ou est-ce que ça sort? Il faut toujours que l'eau sorte par le haut, donc c'est la sortie, on peut préciser d'eau tiède. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que le 5? Donc là, par contre, le 5, l'eau doit rentrer par le bas, donc c'est l'entrée d'eau froide. Quant au 6, tout simplement, c'est le mélange réactionnel. Et le 7, il est nécessaire pour un montage de chauffage, pour des raisons de sécurité. Et le 7, il ne faut jamais l'oublier, donc c'est le support élévateur. Les questions qu'on peut vous poser. Quel est l'intérêt du chauffage? Eh bien, l'intérêt du chauffage, c'est d'accélérer la réaction. Maintenant, quel est l'intérêt du reflux? À cette question, il faut répondre « Éviter les pertes de matière ». Pour accélérer une réaction, on dispose aussi d'une autre façon qui est celle d'utiliser un catalyseur. Un catalyseur, c'est donc une espèce chimique dont la présence permet d'accélérer la réaction et qui n'est pas considéré comme un réactif car sa quantité de matière est la même à l'état initial et à l'état final. Il est dans une première partie consommée et dans une seconde partie totalement régénérée entre guillemets. Et par exemple, dans les pots catalytiques, c'est le palladium, le platine et le rhodium qui catalysent l'élimination sélective des gaz polluants à la sortie du moteur, c'est-à-dire qui accélèrent cette réaction d'élimination des gaz polluants. Alors on va s'appuyer sur un exemple de l'arôme de banane pour regarder quelles sont les étapes fondamentales quand on produit une espèce chimique spécifique. Donc la première étape, il s'agit de la transformation chimique. Et il faut donc commencer par choisir les réactifs et les conditions expérimentales.
Dans le cas de l'arôme de banane, les réactifs sont donc l'acide éthanoïque et le 3-méthylbutanaol. Voilà ce qu'on obtient à l'issue de la synthèse. La seconde étape constitue une étape de traitement. Qu'est-ce que c'est que le traitement? C'est la séparation et la purification de l'espèce chimique synthétisée. Donc pour la séparation, on a plusieurs techniques qui peuvent être soit la filtration, soit l'extraction. On réalise une filtration quand l'espèce chimique synthétisée est par exemple solide dans un mélange liquide, ou une extraction quand par exemple l'espèce synthétisée est une espèce liquide dans un mélange avec une autre espèce chimique liquide. Dans le cas, par exemple, on va utiliser l'ampoule à décanter dans le cas de deux liquides non miscibles de densités différentes. Puis on est souvent obligé de réaliser ensuite une étape de purification. Et la troisième étape d'une synthèse, toujours, il faut identifier l'espèce synthétisée. Donc on a aussi plusieurs techniques d'identification. Par exemple, s'il s'agit d'un solide, on peut mesurer sa température de fusion avec un bancofleur. On peut déterminer la masse volumique de l'espèce chimique synthétisée et la comparer à des valeurs dans les tables. Par exemple, pour un solide, on détermine d'abord son volume par immersion dans un liquide et donc par déplacement d'eau. Et puis, on mesure sa masse et on va effectuer le rapport de sa masse sur son volume pour obtenir la valeur de sa masse volumique. On peut aussi déterminer sa solubilité dans un solvant donné à une température donnée. On peut également réaliser une chromatographie. J'en profite pour vous faire quelques rappels sur le schéma à connaître dans le cas d'une chromatographie. Cette première légende désigne la plaque à chromatographie sur couche mince, qu'on peut aussi appeler plaque CCM. Cette seconde flèche désigne l'éluant. Cette flèche-là désigne la ligne de dépôt. Quant à celle-ci, elle désigne le front du solvant. Le tout est placé dans une cuve à chromatographie. Attention, la ligne de dépôt doit toujours se situer au-dessus du niveau de l'éluant. Donc, un petit bilan sur la production d'une espèce chimique spécifique. Elle se fait en 3 étapes importantes. La première étape, c'est celle de la transformation chimique. La seconde étape, c'est celle du traitement, c'est-à-dire séparation et purification. Quant à la dernière étape, c'est l'étape d'identification. Je vous invite maintenant à réaliser l'activité sur l'indigo. Est-ce un pigment naturel ou synthétique? Et ce chapitre 7b, synthèse d'une espèce chimique, est terminé. Je vous invite à réaliser les exercices du HL 2019, pages 124 et plus, en exercice obligatoire, le numéro 17, le numéro 19, numéro 21, numéro 26. Bon courage, travaillez bien.